Oui. Bon, ce que j'ai à présenter, c'est plus une esquisse ou des fragments plutôt que de vrais résultats que je peux vous présenter. C'est un projet qui est à faire, c'est rien de fini, rien de précis, une direction de recherche et oui, du coup vous êtes vraiment invité à donner des critiques et des idées. Le fondement antique de l'existence vient de subjectivité pulsionnelle, Binswanger, Maldini, Zondi. Il s'agit pour moi de faire une sorte de renversement à l'intérieur de la phénoménologie transcendantale vers une phénoménologie anthropologique capable d'attaquer le problème de la psychopathologie. Et je vais donc essayer de dévoiler une sorte de fond antique de l'existence. L'antique, c'est bien ce qui concerne l'étang et non pas l'être de l'étang. Et il s'agit donc d'essayer de penser une sorte d'événement ontologique qui est vraiment fondamental pour la phénoménologie. L'événement ontologique, c'est l'apparaître du monde, l'apparaître en tant que tel, de dévoiler cette structure de l'apparaître et la constitution du monde, donc, à travers ou à partir d'une existence incarnée pulsionnelle. Dans une première partie, je vais surtout parler de Binswanger et Heidegger, ce qui devrait me permettre d'ouvrir une perspective philosophique dans laquelle je voudrais après introduire la philosophie de Maldini, qui, à mon avis, se meut entièrement dans cette perspective ouverte par Binswanger. Alors, le thème de l'incarnation est un effet fondamental pour une pensée psychopathologique, car la psychose ne peut pas être reconduite sur un dysfonctionnement de la représentation de la pensée logique, mais elle concerne plutôt un niveau de rapport au monde plus fondamental, qui est précisément celui du sentir et de la sensibilité. Évidemment, on pourrait indiquer, comme réponse à une négation de cette affirmation, des cas avancés de schizophrénie qui attestent aussi une désintégration forte du langage et de la pensée logique. Mais ceux-ci ne sont que des stades finaux d'une maladie, dans laquelle la transformation du vivre, de l'Erleben, et donc de la donation immédiate du monde, peut se amplifier jusqu'à produire une expérience d'une telle étrangeté hostile que le système établi de notre langage n'est précisément plus capable d'exprimer ce monde transformé. Pourtant, et à côté de ces cas graves, le début de la schizophrénie concerne bien plutôt des formes de représentation souvent délirantes de monde, à partir desquelles on comprend très bien que ce qui est véritablement mis en danger dans la schizophrénie, ce n'est pas une quelconque capacité d'une construction symbolique ou catégoriale du monde, mais plutôt son soubassement charnel, sa donation par voie esthétique. Car les formes délirantes l'attestent, au-delà d'une pensée en désintégration, les idées délirantes du psychotique apparaissent comme le constant essai d'une pensée qui fonctionne encore tout à fait normalement de contrebalancer rationnellement l'étrange manière de notre sentir. Ils attestent donc l'essai de mettre des mots sur ce monde indicible qui assiège le psychotique dans le sentir. Et si la transformation psychotique du monde concerne donc premièrement le sentir du monde et non pas la synthèse intellectuelle à laquelle nous avons tendance à soumettre ce monde, nous voyons déjà que la psychose est à analyser phénoménologiquement à l'intérieur du cadre de pensée plus large que Husserl avait appelé lui-même la synthèse passive, c'est-à-dire à partir d'une couche de constitution plutôt très profonde, intimement attachée à l'affectivité. Mais au lieu de suivre maintenant cette voie husserlienne indiquée, je voudrais me tourner maintenant vers la phénoménologie heideggerienne et surtout vers le renversement que Ludwig Binswanger fait subir à cette dernière. Binswanger est, on le sait, le père fondateur de ce qu'on a l'habitude d'appeler la Daseinsanalyse, l'analyse du Dasein. La Daseinsanalyse, le nom l'indique déjà, s'appuie sur l'analytique du Dasein de Heidegger, développée de la manière la plus systématique dans Sein und Zeit, Être et Temps, son œuvre principale. Mais Être et Temps est d'abord et avant tout, Heidegger lui-même n'arrête pas de le souligner pendant toute sa vie,
une interrogation ontologique, c'est-à-dire une interrogation philosophique qui a pour but fondamental de reposer la question de l'être en tant que tel. Si donc l'analyse du Dasein s'appuie sur une analytique du Dasein, elle ne peut pourtant se confondre avec elle. Il n'y a pas recouvrement total, et ce qui distingue effectivement les deux, c'est que l'analyse du Dasein de Binswanger n'est pas de prime abord une analytique transcendantale à l'égard de Kant, c'est-à-dire elle n'est pas une mise au jour des conditions a priori de toute expérience, mais elle est en deçà de l'universel et du nécessaire, donc précisément en deçà de l'a priori en tant que tel, une analyse d'éléments a posteriori. Empruntant donc le terme de structure heideggerien de l'être au monde, in der Weltsein, et l'appliquant à des cas psychotiques concrets, l'analyse du Dasein de Binswanger produit des tableaux cliniques à partir d'expériences et de rêves rapportés au thérapeute par le malade ou son entourage. Elle utilise des éléments originairement ontologiques à l'intérieur d'une recherche anthropologique et existentielle. Son objectif principal consiste à faire ressortir la structure cosmologique individuelle, et ceci dans toute sa déformation pathologique. Elle essaie, en termes husserliens encore, de mettre au jour un eidos individuel, une structure qui est donc bien transcendantale sans forcément être universelle. Par une telle récupération de l'ontologie fondamentale à l'intérieur du domaine de l'antique et de l'existentiel et du factuel, du concret et du contingent, l'analyse du Dasein de Binswanger s'inscrit parfaitement dans le projet heideggerien d'une métontologie. C'est un terme un peu technique. Ceci ne serait évidemment qu'un simple détail si la métontologie de Heidegger ne contiendrait pas déjà en elle-même une force explosive capable de renverser le système entier de Heidegger et son hiérarchie de l'ontologico-antique, donc la hiérarchie de l'ontologique sur l'antique, de l'être sur les temps. Et bien que ce renversement a bien été considéré par Heidegger lui-même, c'est effectivement la phénoménologie anthropologique de Binswanger qui lui fait subir une importante radicalisation. Radicalisation du renversement anthropologique de la métontologie. Et donc je vais parler un peu plus du terme de métontologie. La métontologie est une philosophie qui se concentre moins sur la fondation temporelle de l'être au monde, son fond ontologique, mais plutôt sur les temps en sa totalité, c'est-à-dire sur les structures antiques qui lient les étangs entre eux au sein d'un monde, les structures factuelles d'un monde singulier et concret. Donc les structures entre les choses dans le monde, ce ne sont pas des structures ontologiques, mais des structures entre des étangs, ce sont donc des structures antiques. Et la métontologie est ainsi le projet de l'élaboration d'une véritable cosmologie. Elle n'éclot qu'à partir du moment où on a déjà fait le tour de l'ontologie fondamentale d'Heidegger, c'est-à-dire elle n'éclot seulement à partir du moment où on s'est déjà élevé dans le mouvement ascendant de la question de l'être, du niveau de l'antique vers la fondation temporelle de l'ontologique. Donc la métontologie est un retournement qui n'a lieu qu'à partir du moment où on a fait le tour de l'ontologie fondamentale, qui est précisément de dévoiler le fond ontologique comme fond temporel du monde. La découverte et le renversement même de la métontologie consiste donc en ceci, qu'à la toute fin de l'ontologie fondamentale, on se rend compte que la temporalisation des extases en horizon mondain, extase temporelle, est nécessairement co-originaire avec la découverte d'un certain monde concret et factuel. On se rend compte que le là de notre être n'est jamais juste un là indifférencié et ouvert au tout, mais que, au contraire, toujours sont découverts certains étangs des hommes et des choses, entre eux reliés par des structures plus ou moins fixes. Dans l'ouverture de notre être, il s'agit donc d'une ouverture qui est en même temps clôture sur elle-même et restriction à partir d'un certain sens précis, ou restriction à un certain sens précis du monde,
en d'autres termes, que le projet de sens du monde est toujours projet à partir d'un certain être jeté. Jusqu'ici, j'ai encore totalement suivi Heidegger et ses analyses des œuvres complètes 26, du tome 26, intitulé, son nom bizarre, Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. Je ne connais pas la traduction française, bon, pas important. Du coup, en tout cas, c'est dans les œuvres complètes numéro 26. Mais la récupération binswangerienne de la philosophie d'Heidegger va encore plus loin dans son considération de l'étang, et ceci en ce qu'elle radicalise ce renversement de la méthodologie. Cette radicalisation s'ensuit de la place fondamentale de la Leiblichkeit, la corporéité vivante, qui occupe le centre des analyses binswangeriennes des cas psychotiques. Donc là, on arrive à la corporéité. En entrée, nous avons déjà dit que la Leiblichkeit, le corps vivant et vécu, est un thème central pour la compréhension de la transformation psychotique du monde. Et notre enjeu consiste maintenant à voir comment Binswanger intègre cette corporéité vivante à la structure ontologique de l'être au monde qui reprend de Heidegger. Mettre l'accent sur la question de la Leiblichkeit, du corps vivant et vécu, n'est pour Heidegger justement pas un point trivial. Au contraire, le corps vécu pose tout à fait des problèmes à Heidegger parce qu'il, et il le répète encore dans ses séminaires de Zering en 1973, parce que ce qui intéresse Heidegger lui-même, c'est, même dans l'être étant, l'unique élaboration de la question de l'être et non pas un quelconque attribut antique au nom duquel la corporéité vivante est simplement écartée. Binswanger, de son côté, veut introduire le corps vécu dans la philosophie existentielle heideggerienne, et ceci crée justement des problèmes pour cette philosophie d'Heidegger. Mais d'un autre côté, Binswanger ne veut justement pas abandonner le cadre philosophique d'Heidegger, et ceci parce qu'il voit dans la structure de l'être au monde un terme fondamental pour sa théorie de la psychose. Car la psychose est justement une telle pathologie dans laquelle la structure du monde et la structure du moi sont toutes deux atteintes par un processus de désintégration. Et pour donc comprendre pleinement la psychose comme un événement humain fondamental, il faudra nécessairement faire recours à un tel terme unificateur que Binswanger va justement dans l'être au monde heideggerien. Quelle est donc la conséquence de l'introduction du Leib, du corps vécu, dans la structure de l'être au monde? Le projet du Dasein, le projet d'Heidegger, l'Entwurf, est, dans la structure de l'être au monde, l'expression de l'activité ontologique du Dasein, de sorte que exister veut dire se projeter. Le projet assigne un sens et une teneur phénoménale concrète aux choses et aux êtres, et ceci avant même que l'homme s'y rapporte intentionnellement. Si on veut maintenant à la fois transformer cette donation originaire du monde en une donation par le sentir, et en même temps ne pas quitter le cadre restreint de la philosophie existentielle de Heidegger, il faudra donc relier la corporéité vivante au projet de monde de Heidegger. Et ceci n'est précisément pas fait avec la simple insertion d'un autre existentiel, la tonalité affective ou la Befindlichkeit. C'est comme ça que Heidegger veut se rattraper dans l'être étant. L'argument consiste souvent qu'il introduit la corporéité à travers l'existentiel de la tonalité affective. Mais ce n'est pas fait avec ça. On n'introduit pas le corps à travers la tonalité affective. Car avoir un corps vivant, veut dire plus que se sentir d'une manière ou d'une autre. Incarner le Dasein éprouve la solidité, la voluminosité, la résistance et la légèreté des choses et des êtres. Ces caractères d'une protospatialité pleine et vécue forment bien plutôt une véritable topologie du sensible. L'incarnation replace donc
le Dasein vivant à l'intérieur d'un monde par avance structuré par des zones du sensible, et c'est en cela que consiste le véritable apport de la Leiblichkeit pour le monde environnant du Dasein préoccupé. Le Dasein qui se projette vers un monde et qui le fait exister par cette projection même doit donc prendre en compte ces zones du sensible, pourvu que son projet est véritablement configurateur de son monde. Et dans le cas de la schizophrène Ellen West, que analyse Binswanger, il s'agit d'une femme qui est d'un côté obsédée par un idéal de la légèreté et de l'autre obnubilée ou totalement obsédée par une envie féroce de manger. Dans ce cas-là, Binswanger distingue trois sphères du sensible: l'air, la terre et la sous-la-terre. Donc le haut, les vecteurs du haut, du bas et du milieu. Et ce sont ces sphères du sensible qui sont censées restituer un sens, un teneur de monde concret au projet d'existence de Ellen West. Ainsi appartiennent à chaque sens ontologique projeté aussi des directions de sens. Des directions de sens vers le haut, vers le bas, vers le milieu. Et c'est cette directionnalité de notre existence factuelle et incarnée qui fait que le sens du phénomène de monde représente toujours le sens plein d'un paysage mettant en œuvre une constellation variée d'éléments naturels. Je parle du feu qui s'élève vers le haut, de l'eau qui reste vers le vertical ou vers le plus descendant, la terre, le bois, l'air, etc. Le thérapeute, dont le travail consiste à reproduire l'essence spécifique du monde concret des malades, doit désormais prendre en compte ce surplus de signification mondaine véhiculé par les directions de sens, car ce sont ces directions de sens qui déterminent les structures ontiques concrètes. Donc l'essence de la structure cosmologique se trouve dans les directions de sens qui accompagnent ou qui portent même le projet de sens d'Heidegger, qui est d'abord un projet de sens plutôt conceptuel. Le chasseur, il a en tête d'être chasseur, et ça c'est son projet. Et si maintenant il a un vecteur vers le bas, il est chasseur dépressif, peut-être. Jusqu'ici, ces directions de sens sont seulement à comprendre comme un simple ajout à la structure de l'être au monde heideggerien. La véritable radicalisation du renversement méthodologique que fait subir Ludwig Binswanger à la philosophie de Heidegger, cette radicalisation, elle vient maintenant. Car la schizophrénie de Ellen West, cette femme analysée qui est partagée par l'envie de manger et la peur d'être grosse, cette schizophrénie est comprise par Binswanger comme une crispation pathologique sur deux sphères du sensible, précisément celle du haut et du bas. Elle est donc comprise, la schizophrénie, chez Ellen West, comme une domination excessive de deux directions de sens. Et c'est cette crispation pathologique qui fait que les extases temporelles, futures, passées et présentes, perdent totalement leur mouvement unitaire et apparaissent comme des moments éparses d'une structure néanmoins incohérente. Car l'espace de jeu qu'offre le futur pour Ellen West se restreint désormais à la dialectique féroce de manger ou de maigrir. Le champ de ses possibles est désormais restreint à cette unique alternative, de sorte que le futur n'est précisément plus un futur en tant qu'ouverture vers l'impossible, et que Ellen West se temporalise uniquement à partir de son passé, à partir du conflit qu'elle en a hérité. Son existence ne peut donc plus se temporaliser, et elle tombe dans le cercle pathologique de la répétition lui-même. Ce que fait donc Binswanger dans ce cas-là, c'est de comprendre les directions de sens comme des éléments métontologiques qui déterminent la structure ontologique de la temporalité elle-même. Et la psychose nous révèle ainsi, chez Binswanger,
la possibilité insigne de penser une répercussion transcendantale du constitué vers le constituant, c'est-à-dire un renversement constitutif de l'ordre cosmologique du monde vers le processus de la temporalisation de cet ordre. Une possibilité qui met donc totalement en doute la hiérarchie heideggerienne de l'ontologie quantique. Et ça, c'est plus ou moins le cadre philosophique que je voulais esquisser de Binswanger. Et par ces analyses, je voulais faire comprendre le cadre philosophique particulier dans lequel s'inscrit une possible pensée phénoménologique de la psychose. C'est en poursuivant cette lignée de pensée que je voudrais maintenant vous présenter quelques éléments de la philosophie phénoménologique d'Henri Maldinet qui, à mon avis, s'inscrit parfaitement dans le cadre esquissé d'une méthontologie radicalisée par Ludwig Binswanger. Et c'est dans son livre « Être de la langue et des mœurs de la pensée » que Maldinet cherche à dévoiler, je cite, « le mouvement diachronique sous-jacent d'une chronogénèse ». Le mouvement diachronique sous-jacent d'une chronogénèse. En se donnant un tel objectif, Maldinet circonscrit déjà le cadre philosophique dans lequel il veut s'inscrire. Il s'agit d'une reprise de l'ontologie fondamentale de Heidegger à partir d'une conception particulière du mouvement. Une reprise qui est en même temps une refondation antique de cette même ontologie. Car par le terme de chronogénèse, Maldinet tente précisément de penser l'émergement de la temporalité existentielle de Heidegger, un émergement qui part, pour Maldinet, d'un fond, un grund antique que la temporalité existentielle nécessite pour pouvoir se temporaliser. Et ici, le concept du fond, du grund, le rendrait nécessaire de parler aussi de Schelling et de la Freiheitsschrift, qui thématisent justement ce fond. C'est un truc à faire, je n'ai pas eu le temps de le faire jusqu'ici, mais c'est dans mon projet. Et donc, tout comme chez Binswanger, il s'agit ici, chez Maldinet, d'un renversement de la question heideggerienne de l'existence qui offre, pour Maldinet, la possibilité de problématiser la temporalité, non pas comme une structure fixe et a priori, pareille à tous les humains, mais plutôt comme quelque chose qui peut individuellement subir des transformations pathologiques. Quel est donc ce fond antique et comment est-ce qu'il se met en mouvement, produisant par là génétiquement le temps? Dans le même texte, Maldinet comprend le fond comme le S freudien, le ça pulsionnel inconscient qui dirige aveuglement notre vie consciente. Le fond sur lequel se bâtit l'existence est donc pulsionnel. Mais bien que la problématique des pulsions provient en effet originairement de Freud, qui lui assigne le terme de S, ça, le psychologue auquel Maldinet se réfère majoritairement pour développer théoriquement ce fond pulsionnel, c'est Leopold Sondy. Sondy développe un système de pulsions, un tripsystème, composé de différents vecteurs pulsionnels qui, dans leur intégralité, sont capables d'assigner non seulement la place et la valeur de toute chose ou être pour nous, mais déterminent aussi la manière précise dont nous nous rapportons à ces choses. Là, c'est en jeu le vecteur du moi qui détermine les objets, les objets conscients, et le vecteur contact qui détermine la manière dont on se rapporte à ces choses. Il y a 4 vecteurs en gros. C'est très compliqué ce système pulsionnel. Moi-même, je ne l'ai pas encore entièrement compris. Du coup, je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant. Le système pulsionnel de Sondy est en théorie capable d'expliquer la structure de notre monde concret par un renvoi à notre héritage pulsionnel, à travers une analyse de tous ces facteurs pulsionnels. Il y en a 4, mais chaque vecteur contient 2
chaque pulsion contient 2 vecteurs, et chaque vecteur est divisé encore en une alternative, alors en 2 termes. Donc ça fait 16 termes en tout. Par une telle explication, et donc explication de notre structure du monde concret par un renvoi à notre héritage pulsionnel, Zandi tente de nous dévoiler notre destin entier en tant que destin pulsionnel. Le terme, c'est un triple Schicksal. Et on se retourne maintenant vers Maldini et on essaie de répondre à la question de la relation entre fond et existence. Et là, Maldini dit, je cite, « L'existence n'est pas le fond, au contraire, le fond n'est qu'en elle. Et si le fond a lieu en elle, en existence, elle, la existence, a lieu dans le i de l'ouverture. » Donc il y a fond qui a lieu dans l'existence, mais l'existence, elle est le i de l'ouverture. Et le i de l'ouverture, c'est justement l'événement de l'apparaître phénoménologique, l'apparition du monde, le fait de l'ilia. L'existence est portée par le fond pulsionnel, selon Maldini, et le fond est l'expression de la plus radicale déréliction, Geworfenheit heideggerienne qui soit. Le fond pulsionnel nous contraint à exister comme un certain ainsi de notre être. Il détermine la structure concrète de notre monde. Il nous le projette en tant que destin que nous avons à vivre. Le fond s'oppose à l'existence qui, de son côté, est justement un dépassement de ce fond vers le nouveau, vers son propre imprévisible. Mais d'un autre côté, nous avons dit aussi que le fond n'a lieu qu'en existence. Le fond est, de cette manière, toujours fond d'un existant qui se fonde nécessairement sur ses pulsions en essayant de les orienter, maîtriser et diriger. Existence et fond pulsionnel sont donc dans un rapport de renvoi mutuel. Avec ce couple d'existence et fond, existence comme dépassement de ce fond vers le nouveau et fond comme détermination pulsionnelle de notre être, avec ce couple, toute la dialectique fondamentale entre liberté et nécessité est ouverte. Il s'agit d'une lutte perpétuelle entre les 2 termes, d'une contradiction inscrite au sein même de notre être. Mais au loin d'être un simple obstacle à dépasser, cette contradiction est en effet pour nous un principe vital, car l'existence ne peut pas se transcender vers un autre de soi-même sans mettre en jeu à chaque fois la totalité du système pulsionnel. La perte de cette dialectique est ainsi la perte de l'existence même. Et un destin pulsionnel fort exige donc aussi une force contraire de liberté tout au moins aussi forte que les pulsions pour le contrebalancer. Sinon, il y a déséquilibre et il y a pathologie, selon Zandi. Si cette dernière, donc la force contraire de la liberté, fait défaut, alors une pathologie peut se mettre en place, déconstruire la structure du moi et dominer la totalité de l'existence, désormais morbide. Zandi essaie donc de comprendre les différents types de psychose et de névrose comme des maladies de pulsion, c'est-à-dire comme des destins pulsionnels trop forts pour être contrebalancés et dirigés par leur fonction transcendante du moi. Zandi aussi comprend l'existence comme le transcendant, pas comme le transcendant comme Dieu, mais le fait de transcender vers quelque chose d'autre. Et le travail principal du thérapeute de l'analyse du destin, de Zandi, de la Schicksalsanalyse, consiste alors à essayer de renforcer les capacités du moi à être le maître de son propre destin pulsionnel. Et ça, c'est le travail du thérapeute de l'analyse du destin, de renforcer le moi pour qu'il puisse contrôler son destin pulsionnel. L'existence est donc liberté, et il n'y a de liberté que face à l'épreuve perpétuelle du destin pulsionnel. Et c'est donc à partir de cette dialectique entre liberté et nécessité pulsionnelle que notre question initiale de la chronogénèse, donc de la genèse du temps, peut convenablement être répondue. Et là, je cite Maldini encore, le même texte. Le temps est le milieu destinal de l'homme.
Maintenant, il fait une ouvre une alternative. L'homme en passion, sous le temps, subit son destin. L'homme en action, sur le temps, décide de sa destinée. La chronogénèse est contrainte et libre. Fin de citation. Avoir une histoire, vivre sa propre histoire intérieure, c'est donc réaliser son propre fond pulsionnel à travers la réalisation de soi dans le monde, à travers la réalisation de son monde même. Et donc, tout comme pas tout comme chez Binswanger, mais je crois que c'est plus ou moins la même structure qui est mobilisée. Il s'agit d'un soubassement antique, en tant que pulsionnel, qui est plus fondamental encore que la temporalité existentielle. Et ce soubassement pulsionnel, il détermine la manière dont la temporalité se temporalise, et donc la manière dont nous vivons, existons. Et là, j'arrive déjà au dernier point. J'avais dit que l'objectif de Maldini était de dévoiler le mouvement, je cite, mouvement diachronique sous-jacent d'une chronogénèse. Quel est ce mouvement? Ce sont les pulsions qui procèdent elles-mêmes par un mouvement qui est mouvement hors temps, mouvement en tant qu'instaurateur du temps. Mais ce mouvement des pulsions n'est pas à comprendre de manière empiriste en tant que contraction et dilatation d'un quelconque datum sensible, mais ce qui est contracté et dilaté, c'est effectivement, chez Zandi et chez Maldini, le moi lui-même, c'est le vecteur du moi qui détermine ce rythme, en tant qu'il se positionne à travers ce mouvement rythmique des pulsions par rapport aux choses, au monde et à soi-même. Le vecteur schizophrénique, qui est le vecteur du moi de Zandi, et justement c'est lui qui décide de la position d'objet pour la vie consciente. Et ici est mobilisée un peu la même structure qu'on trouve aussi chez Fichte, la doctrine de la science 1794 et 95. Et c'est Maldini aussi qui l'explique dans son article Pulsion et présence. Parce que le moi de Zandi, c'est d'une certaine manière un moi absolu du Fichte, qui est cette unité globale dans laquelle le moi empirique est clos, qui est donc le moi conscient, qui a en face un certain monde d'objets. Et c'est l'activité du moi absolu qui détermine quel objet va être rendu conscient. Et c'est maintenant, on retourne vers Maldini, un mouvement rythmique de pulsion qui détermine quel objet, quel monde va faire face au sujet empirique. Et du coup, le rythme, il est bien assubjectif. Il est le soubassement ontologique du sujet et de l'objet. Et c'est donc dans une dialectique entre ego-systole et ego-diastole, donc une extension, une contraction de l'ego, donc du moi empirique, ainsi que corrélativement entre une allosystole et une allodiastole, donc une extension et un rétrécissement des objets, que la pulsion du moi détermine de l'ampleur du moi conscient et de l'étendue du champ d'objets qui existe pour ce moi. Et c'est précisément dans un tel mouvement rythmique de diastole et de systole, donc de la contraction et de l'extension, que le vecteur du moi structure, dans un rythme pulsionnel ou dans une pulsionalité rythmique, par avance le monde auquel nous nous rapportons intentionnellement. Et je crois qu'il est possible ici, un dernier point, de rejoindre la problématique de la synthèse passive de Husserl à travers ce mouvement rythmique, et c'est justement ce que fait aussi Marc Richir, et qui pour cela s'est beaucoup inspiré de Maldini. Et on trouve même dans la synthèse passive de Husserl, de Husserliana 11, on trouve aussi tout à la fin une manière de rendre, Husserl essaie de rendre concret ce travail d'association et de reproduction de la synthèse passive, et il fait introduire
il introduit le terme de rythme pour comprendre ce jeu qui se joue dans une sphère préconsciente. Et Maldini développe plus loin ce mouvement dans sa conception du rythme, qui, à mon avis, qui est beaucoup plus riche que la conception husserlienne du rythme. Bon, merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais une petite question en fait concernant la trahison de Binswanger par rapport à Heidegger. Enfin, il est souvent critiqué justement pour ce tournant anthropologique qu'il donne à la pensée heideggerienne. Et bon, je ne connais pas vraiment très en détail, c'est plus par ouï dire parce que c'est véritablement une légende en phénoménologie, mais le fait que Heidegger aurait préféré un autre développement possible dans la psychopathologie de sa phénoménologie et qui serait plutôt assuré par Medardus, avec lequel il est plus en dialogue, je crois, à la fin de sa vie qu'avec Binswanger. Et il se conduit un peu à l'égard de Binswanger comme quelqu'un qui n'aurait pas vraiment saisi véritablement les enjeux ultimes de sa pensée, ce qui tient d'évidence à cette radicalisation que Binswanger apporte, qui n'était pas dans la direction de ce que Heidegger avait pensé. Donc j'aurais une question là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Medardus serait plus proche je ne connais pas les travaux de Medardus et c'est aussi dans ce séminaire de 73, le séminaire de Sering, que Heidegger entame une discussion plus profonde avec les Français, avec les phénoménologues français aussi. Et je crois le point principal de sa critique à Binswanger consiste bien dans la conception de la corporité vivante de la Leiblichkeit. Et je crois que toute la différence se joue vraiment autour du concept du corps. Et même en 73, Heidegger répète que pour lui, ça ne l'intéresse pas, la conception du Leib, et elle est secondaire par rapport à la problématique ontologique. Et je crois que la différence se joue justement là où Binswanger dit non, c'est pas vrai. L'homme n'est pas un Dasein quelconque, mais c'est un être psychophysique. Et c'est pour ça que je crois que si on veut retourner la phénoménologie vers une pensée de la psychopathologie, il faut prêter plus attention à la corporité, que ce ne soit pas une phénoménologie transcendantale, qui est encore être étant, c'est encore une phénoménologie transcendantale, mais devenir phénoménologie anthropologique. Et du coup, il faut penser l'événement de l'apparaître autrement, et je crois qu'ils le font à travers les pulsions. Et par rapport, si je peux encore poser une question, par rapport à ce fond antique, je trouve cette idée vraiment très intéressante. Mais est-ce que tu crois que ce projet d'anthropologie phénoménologique peut aller dans le sens d'une... je vais risquer le terme de phénoménologie de la nature. Chez Binswanger, je crois qu'il y a dans le livre sur Ibsen, surtout, il y a des formules assez frappantes là-dessus, lorsqu'il parle des pathologies mentales, comme des espèces de modifications des mouvements de la nature ou quelque chose comme ça. Donc tout de suite, on est dans une espèce de cosmologie. Ça prend de l'ampleur, en fait. On n'est plus au niveau d'une simple analyse du sujet psychophysique. Donc, est-ce que tu mentionnais Schelling, tu disais que c'était une piste possible, donc tu penses que ça ajouterait une dimension alors à ces analyses? C'est pas la perspective qui m'intéresse particulièrement, et j'ai pas lu les livres sur Ibsen, mais je crois que même Binswanger et aussi Zondi et aussi Maldini, ils tiennent compte de la spécificité de la transcendance, et ça c'est quelque chose qui dépasse le cadre restreint de la vie, je crois. La transcendance est un prédicat purement humain, à mon avis. Et du coup, peut-être là, il y aurait coupure avec une philosophie de la vie. Oui, il faut se méfier. Oui.
façon pour rebondir un peu sur la question de la psychanalyse dans tout ça, hein, sur la question de la philosophie de la nature. La philosophie de la nature schellingienne, qui est une philosophie. Bon, finalement, à quoi ça sert cette philosophie de la nature? À réharmoniser ou réarticuler finalement une mobilité, une motilité, comme certains traduisent les termes heideggeriens de Descartes, une motilité existentielle du sujet avec des structures mondaines, de la réalité. Donc la philosophie de la nature, ça sert essentiellement à nous guérir partiellement des blessures narcissiques de la révolution scientifique. Et finalement, en effet, cette évocation d'un Grund, d'un noyau dur existentiel qui est un dynamisme temporalisant, mais aussi spatialisant. On est seul de lecteurs pour Orwell, les lecteurs sont des spatiaux, non seulement temporels. Bon, disons qu'il y a l'évocation d'un mouvement originaire qui s'autodétermine, etc. Alors c'est intéressant parce qu'en effet, dans la psychanalyse, ce qui est assez manifeste chez Freud, mais c'est des liens visibles, explicités avec Lacan, hein, qui est de manière apparemment paradoxale, dans les 50 revendique les positivismes de Freud. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'idée de la nature et des sciences de la nature que Freud partage et qu'il considère comme essentiel de la psychanalyse, hein, sans pourtant vouloir très clairement faire de la psychanalyse une science, n'est pas du tout l'idée de la philosophie, l'idée d'une nature qui est dans la philosophie de la nature. À savoir que l'idée de nature physique qu'on trouve chez Freud est essentiellement une idée thermodynamique. C'est vrai qu'il y a une dispersion. Il y a une dispersion, il n'y a pas de mouvement organisateur, donc il n'y a pas de finalité, mais surtout il n'y a pas d'automouvement, à proprement parler. Il y a quelque chose qui est de la dimension. Alors, le thermodynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une production d'entropie, et qui donc, étant donné les fonctionnements d'une structure, il y a une perte irrémédiable. Il y a quelque chose qui n'a jamais été là, mais de toute façon, qu'on cherche à rattraper sans pouvoir jamais le trouver, parce qu'il n'est pas là. Et donc, si on veut, contrairement à l'idée de nature de ces formes des pensées, par ailleurs, c'est différent, dynamisantes, il n'y a pas du tout un Grund, mais il n'y a nulle part un Grund dans la vision freudienne de la réalité psychique et disons de ce qui pouvait penser de la nature, parce qu'il s'agit plutôt d'une Grundlosigkeit originelle. Donc, la chose originelle, les mouvements originels, toujours perdu à l'avance, même avant que les processus commencent. C'est justement la perte originaire qui déclenche les processus infinis d'un bouclage impossible. Et donc là, à mon avis, il y a deux bifurcations. Il y a une bifurcation entre deux voies assez importante. La psychanalyse, on l'a vu, faire une opération, si j'ose dire, de réduction. Non pas phénoménologique peut-être, mais de toute façon, Lacan fait très clairement que quand il cherche à penser les conditions minimales de la pratique psychanalytique, par une opération de désubstantialisation. Désubstantialisation, qu'est-ce que ça veut dire? Faire l'économie de toute invocation d'un Grund, quel qu'il soit, existentiel, naturel, l'âme du monde, voilà, et qui est la différence entre l'inconscient freudien qui n'existe pas. Il n'existe que dans les settings analytiques et dans la dimension de perte introduite par l'appareillage psychique et signifiant par rapport à l'inconscient romantique qui est par contre un mouvement de autodétermination, etc. Donc là, c'était justement pour dire qu'à mon avis, il y a deux directions très différentes, même s'il y a évidemment des recouvrements possibles et des fécondations. Bon, quand tu as parlé de la mythologie, que Ferenczi, mais Freud aussi, invoque une mythologie néo-lamarckienne qui cherche à articuler le refoulement pulsionnel dans l'ondogénèse avec une histoire phylogénétique. Et là, c'est justement la nécessité dans laquelle on se trouve dans certains moments de boucler la boucle et donc dans un certain moment d'exorciser cet impensable qui est une
découverte qui a toujours déjà eu lieu. C'est un peu la problématique que Schelling se trouve à laquelle se trouve confronté dans les vagues du monde. Donc je termine en introduisant un troisième terme dans la phénoménologie ou philosophie d'inspiration phénoménologique ou psychopathologie d'inspiration phénoménologique, etc., ou existentielle, et psychanalyse, et les marxismes. Alors, là, dans la lecture, dans les exégèses, dans l'interprétation des Marx, on se trouve confronté effectivement à une bifurcation analogue. Parce qu'on peut parler d'une production capitaliste qui viendrait se greffer d'une manière presque parasitaire sur une production originaire, sur un travail et donc une temporalisation, une dynamisation des facultés humaines génériques qui seraient par la suite expropriées par le mouvement du capital. Mais on peut aussi penser l'originalité d'une production toujours historiquement, donc à partir de laquelle la production en elle-même, la production en soi, serait toujours déjà perdue. Et par laquelle, évidemment, les processus du déséquilibrage des rapports sociaux dans les processus du capital seraient originaires. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas des stades originaires de plénitude à partir de laquelle, après, il y aurait une brisure quelque part qui introduit la différence. Donc voilà, c'était justement pour introduire en troisième terme une bifurcation et qui est probablement aussi une articulation entre les deux formes de pensée qui ont été évoquées par vos interventions, dans ces nœuds qui sont à mon avis très importants, une certaine mathématisation, une mathématisation parfois allégorique, le lecteur des sonderies, mais aussi Marie-Hermann ou Wilfred Bion, Bion, avec ses symboles, Lacan avec la panoplie infinie de ses mises en forme mathématiques, etc., etc. Donc il y a toujours de l'équationnel, du formel, ou alors il y a de la mythologie. Plus imaginaire. Qui est plus imaginaire et qui correspond à la tendance à boucler la boucle. J'ai trouvé un Grund à la base de son auto-déploiement. Alors que les formels, c'est vrai, essayer de penser que la perte est toujours déjà là. Précisément, l'entropie n'est plus une formule. Il y a une perte dans la thermodynamique qui ne correspond pas à une substance originaire. C'est lecture, elle fait d'une constante. Voilà. Donc ça, c'est l'Entwurf chez Freud. Voilà, donc c'est vraiment juste avant, c'est le projet de psychologie scientifique qui est daté de 1895, juste avant la naissance de la psychanalyse. Et par ailleurs, moi j'ai été particulièrement sensible, et c'est commun à vos deux exposés, au fond. Quand tu as parlé de Zondi qui reprend le Triptychon, qui au fond est un terme de métapsychologie freudienne, Triptychon, c'est le destin des pulsions en français. Et ça c'est vraiment le point commun, puisque quand que Zondi, au fond, la thérapeutique elle-même, pour l'analyste, allait du côté de renforcer le moi. Je poserai par ailleurs la question, est-ce que le moi est équivalent à l'ego, soit dit en passant. Enfin, renforcer le moi pour le contrôle pulsionnel. Or, précisément, d'un point de vue strictement, d'un point de vue freudien, ça peut encore tenir, mais la perte irrémédiable et finalement anticipée ou inanticipable, dont Andrea Cavazzini vient de parler, est exactement pour moi ce qui a fait que Lacan a complètement contesté l'accord avec la partie saine du moi dans la thérapeutique. Et il a préféré une dissolution du narcissisme thérapeutique pour un renvoi vers le sujet de l'inconscient ou alors vers le matin. Et donc, l'orientation thérapeutique du travail sur la partie saine du moi n'est pas une orientation académique. Ok, d'accord. Je traite pour l'historique que l'Entwurf, qui est les textes les plus théoriques et aussi, paradoxalement, révolutionnaires et conservateurs de point de vue vraiment une épistémologie positiviste, inspirée d'Helmholtz, etc. C'est le moment de détachement de Freud par rapport à Fliss. Et Fliss, c'est qui? Fliss, c'est un philosophe, manifestement, parce qu'il cherche à faire une théorie de la bisexualité originaire et du corps et du psychisme, mais qui a une mise en cosmos sur le corps individuel. C'est une mise en cosmos sur le sujet individuel. Et donc là, évidemment, Fliss, il est juste supposé savoir de Freud qui liquide. Et la philosophie de la nature, c'est la postulation qu'il y ait quelque part un sujet qui sait ce qui se passe dans les entrailles de la nature. Ou
peut dire que Fliss invalide l'auto-analyse solitaire de Freud. Absolument. Voilà. Oui, parce que c'est Freud qui suppose les savoirs et puis il les retire. Et au moment où il les retire, il abandonne la présentation d'une philosophie de la nature pour une théorie en réalité formelle, apparemment réductionniste, mais qui a précisément la tâche de penser cette idée que la nature n'est pas toute, qu'il n'y a pas de totalité totalisable, hein, si on permet la redondance, des processus de la réalité, dans ce cas, il passe par les sciences physiques pour parler de l'appareil psychique. De toute façon, il n'y a pas de totalité qu'on peut boucler. Tu veux défendre un peu la phénoménologie là-dedans? D'abord, tu pensais à l'ego. À quel ego? L'ego empirique, phénoménologique ou transcendantal, ou le moi comme ça? Moi, c'est plus une question au phénoménologue par rapport à la psychanalyse, puisque je me demande si on peut superposer de manière strictement équivalente l'ego et le moi. Mais moi, je ne connais pas assez en phénoménologie pour répondre à la question. Je crois que c'est aussi très compliqué parce que l'ego en soi, c'est pas une... Ce n'est pas une entité, il est présupposé d'une certaine manière, on ne rencontre pas. On peut objectiviser les actes, mais on ne rencontre pas l'ego au bout de cet acte. L'ego est toujours en arrière de nous, l'ego agissant, l'ego transcendantal. Oui. Et il y a une branche de phénoménologie aussi qui, et je crois que c'est surtout ce que Husserl développe à la fin, ou pendant les années 30, et aussi dans l'analyse de la synthèse passive, c'est de trouver ou d'analyser une constitution du monde qui est anégoïque, qui ne dépend pas de l'ego du moi qui se sait agir. Donc, quand je vise ce portable avec un acte objectivisant, j'ai conscience de mon agir, la conscience pré-réflexive. Mais regardant là dehors, il y a tout un spectacle qui apparaît, et là, je ne suis pas agissant avec ce moi fonctionnant. Et tout cet apparaître est analysé par la synthèse passive. La stratification, alors. Oui. C'est très curieux que dans le séminaire 23 dédié à James Joyce, et justement celui qui est le plus borroméen des séminaires et qui oriente la fin de l'enseignement lacanien, Lacan utilise précisément le terme d'ego-correcteur. L'ego-correcteur est le terme que Lacan utilise pour faire tenir ensemble réel, symbolique et imaginaire chez Joyce, qui se fait un nom. C'est pour ça que ça me... C'est très intéressant, une transversalité de recherche entre phénoménologie et psychanalyse autour de la schizophrénie, d'abord borroméen. Et je trouve justement que, aussi tout à l'heure, ce que j'avais dit par rapport à la question du corps dans la phénoménologie, que je trouve là, il y a vraiment un moyen de ramener la psychanalyse et la phénoménologie. Parce que c'est pas égoïque, c'est pré-égoïque, et pourtant, on a un accès phénoménologique à cela. Oui, à supposer que cet accès phénoménologique peut être aussi partagé, parce que je pense quand même, pour ce qui est de la question de l'accès à cette vie transcendantale, on peut encore discuter. Je ne pense pas que ce soit l'apanage de la méthode phénoménologique. Il lui revient peut-être d'avoir donné une certaine rigueur, d'avoir provoqué tout un ensemble de réflexions sur cet exercice même, sur ce qui se passe lorsqu'on fait l'exercice de la réduction comme tel. Mais après, nous n'avons pas le monopole et ce serait, je pense que qu'on peut ouvrir la pratique aussi vers d'autres horizons, de manière à accueillir aussi justement d'autres pratiques qui sont les mêmes, je pense. En tout cas, toutes ces discussions témoignent là-dessus. Lucas a une question, mais peut-être si je peux répondre juste rapidement à Andrea par rapport à ces deux conception de la nature. Je pense que tu as tort de placer la phénoménologie dans le deuxième courant. Je pense que la phénoménologie est située plutôt entre les deux. Parce qu'il y a déjà... S'il s'agit tout simplement de concevoir ça comme le rapport mathématisation-mythologie, vraiment, il y a des éléments qui viennent des deux pour la phénoménologie. Et j'insisterai beaucoup sur le fait que Sam Adinet le fait, et puis tout ce courant phénoménologique qui s'inspire fort de l'idéalisme allemand, le Grund n'est jamais... c'est un Abgrund. Donc c'est toujours
le gouffre, c'est l'abîme. Donc il y a quelque chose qui est déjà perdu. Il ne s'agit pas de boucler la boucle, surtout pas, ni de substantialiser. C'est pour ça que c'est vrai que des termes comme le fond antique et tout ça, c'est un tout petit peu dangereux parce qu'on a l'impression qu'on peut avoir vraiment un appui là, à partir duquel on va pouvoir reconstruire l'univers. Alors que non, bien sûr, si on pose la question vraiment, comme tu l'as fait toi, qu'est-ce que ce fond? Eh bien, c'est du dynamisme, c'est de la mouvance. On ne peut même pas témoigner véritablement d'un autodynamisme. C'est infiniment complexe, en fait, de parler de la naissance du sujet là-dedans. Et c'est étranger à nous aussi. Oui, voilà. Il y a une hostilité, comme l'est freudien, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui nous fait peur aussi. Non, mais justement, je ne vais pas arranger la phénoménologie entièrement, mais parce que finalement, la phénoménologie en tant qu'approche, il y a aussi une phénoménologie des idéalités mathématiques. J'ai parlé d'une philosophie de la nature, mais dont il faut de toute façon avouer que au moins au XXe siècle, elle refait surface comme tentation, mais comme tentation tout à fait positive. Moi aussi, j'ai travaillé, et puis c'est tout à fait probablement la bonne approche politique des sciences, à son niveau, par exemple. Donc je ne parle pas du tout à partir d'une hostilité contre cette voie, c'est juste une différenciation. Et il faut dire que dans les XXe siècle au moins, la voie royale pour reproposer une philosophie de la nature comme saisie ou auto-saisie d'une sorte de mobilité existentielle et cosmologique est d'abord une approche phénoménologique. Parce que ça représente effectivement énormément d'auteurs, probablement au sein lui-même dans certains ouvrages, l'idée que il y a quelque chose comme une vie qui se saisit elle-même selon les mots de Vitaille, les Benarfas, et cette idée est présente chez la phénoménologie philosophique que cherche à penser une actualité qui est aussi l'actualité d'une actuosité et d'un mouvement. Et donc, la plupart des tentatives ambitieuses et rigoureuses de faire des débouchés sur une philosophie de la nature passent par d'abord une interrogation, une traversée de la phénoménologie. Ça, évidemment, ça se fait. On peut empiriquement les constater. Donc, voilà, c'est justement le meilleur peut-être un porte-à-faux par rapport à l'équation réaliste, d'accord. De toute façon, je pense qu'il faut tenir un peu les deux. Oui, et c'est le plus intéressant. Oui. Donc, l'existentialité du mouvement, etc., et la mise en forme de la construction d'une forme autour d'une perte insaisissable sont deux choses qui sont à poursuivre, deux directions qui sont à poursuivre dans des approches de démarches différenciées. Tout à fait. Lucas. Une chose très intéressante, et je suis étonné par, comme je l'ai déjà dit, le renversement de 180 degrés que ça fait avec la phénoménologie, peut-être la pathologie aussi. Mais je voulais savoir, en fait, c'est une remarque parce que je me pose une question aussi là-dessus, quand il y a des en quelque sorte je pense rejoindre dans notre projet de recherche, mais c'est sûr que les ne connaissent pas très bien, etc. Et j'ai quand même à savoir. Donc c'est l'analytique du Dasein, mais d'après ce que tu as dit, les vecteurs d'en haut, vers le bas, etc., je pense que c'est beaucoup plus le deuxième Heidegger. Pardon? Deuxième Heidegger. Je vois là, peut-être, comme il est écrit, ça c'est Spannung et Öffnung entre Himmel, Erde et Schutz Gott. Comme il est écrit, ça toujours dans ces analyses de Traque. Donc, alors je me pose la question, est-ce que vraiment, j'ai l'impression que, parce que c'est un langage très métaphorique que Heidegger utilise. Et Binswanger aussi. Oui, et c'est ça ma question. Est-ce que là, il n'y a pas est-ce qu'il ne fait pas une espèce de déconstruction? Parce que ça peut, alors, je trouve parfois sur les métaphores qui sont un peu trop prises au sérieux. C'est-à-dire qu'on est dans une métaphysicalisation de métaphores qui au départ étaient juste des simples métaphores et qui deviennent en quelque sorte un système. Mais c'est déjà freudien à la base aussi. Freud il fait la même chose. Oui, bien sûr. Mais alors ça rejoint ces questions générales, des choses comme ça, trop générales. Mais voilà, c'est peut-être trop juste une simple remarque. Et alors j'ai aussi une deuxième encore.
l'analyse des pulsions, il y a aussi une philologie de l'affectivité. Là-dedans, oui. Ouais. Est-ce que là, on retrouve de nouveau dans l'essentialisme phénoménologique Il n'existe pas. Il n'existe pas, tu l'as pas compris. Non, en fait, oui, je réponds par derrière. Le sujet de l'affectivité, oui, c'est un effet fondamental aussi pour Maldiné, qu'il appelle le sujet du sentir et de l'aesthésis, de l'esthétique. Là, il y a mais elle est anti-henrien, si tu veux, cette phénoménologie, parce qu'elle part du présupposé qu'il y a toujours un voir, il y a toujours quelque chose de visible au fond, et qu'il y a l'intentionnalité déjà dans l'affectivité. Et ça se voit très bien, en fait, je devais sauter ce point parce que je ne le maîtrise pas tout à fait. C'est le problème de l'esthétique pour Maldiné. Là, on voit très bien comment les pulsions deviennent formes dans l'analyse de l'art. En fait, l'esthétique, elle est scindée en analyse de l'art, l'esthétique de Baumgarten et l'esthétique du sentir, de l'esthésis. Et Maldiné, il veut remonter à la source de ces deux termes, et qui est la rythmicité des pulsions. Et cette rythmicité s'exprime dans les œuvres d'art comme des configurations d'un univers, d'une vraie cosmologie. On peut entrer et le sentir à notre compte et entrer dans cet univers qui est proposé. Et il dit que l'art est la vérité du sentir, et ça veut dire que ce qu'on voit sur les œuvres, sur la peinture, il parle beaucoup des œuvres abstraites, et il dit que là, on voit vraiment comment fonctionne notre propre sensibilité par les contractions et les dilatations. Et après, il fait aussi une analyse de couleurs, etc. Mais juste pour dire que l'affectivité, elle est formatrice de forme et pas aveugle. Ça, c'est pas très loin, Michel. C'est vrai? Chez lui, c'est la matière. Il parle aussi de, je pense qu'il y a un terme de Kandinsky, l'acoustique du monde. Oui, c'est Kandinsky, oui. Ah oui, ok. Et oui, par rapport à Heidegger, c'est intéressant ce que tu dis. Et surtout, là, il y aurait aussi une mise en parallèle avec Fink, évidemment, à faire, entre Binswanger et Fink. Mais je crois que ce qui a... comme Binswanger a développé sa Daseinsanalyse à partir des années 30, il était encore en pleine phase, Heidegger était encore en pleine phase subjectiviste. Il parlait du Dasein comme d'un sujet, il voulait révéler l'événement ontologique à partir d'un étant singulier qui est le Dasein. Et après, dans ce que tu as nommé, le monde, les vecteurs du haut et du bas qui apparaissent après dans son analyse de l'œuvre d'art chez Heidegger, ça c'est déjà une phase asubjective. Et je crois que Binswanger, même s'il y a des éléments qui se ressemblent, il ne peut pas tout à fait se référer à cette dernière phase, justement parce qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'individu qui est impliqué dans ce processus. Il y a d'autres questions pour Thiel? Ah oui. En général, j'ai déjà posé plusieurs articles. Est-ce que vous voyez une difficulté dans ce rapprochement entre phénoménologie et psychanalyse, entre le mode descriptif, purement descriptif de la phénoménologie, et en quelque sorte prescriptif de la psychanalyse? Là, on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a pas un conflit dans l'intention dernière, c'est-à-dire une espèce d'aide quand même qu'on peut attribuer, une espèce de travail à deux qui se fait pas en phénoménologie? J'aimerais bien avoir... Mais c'est une question très, très difficile. Déjà, je ne sais pas trop pour ce qui est vraiment du rapport à la psychanalyse, parce qu'en psychanalyse, je pense qu'on a aussi quand même une dimension descriptive qui est très importante. Voilà, Fred aujourd'hui nous a décrit un cas. Après, évidemment, on est là dans une démarche thérapeutique
qui a ses objectifs, ses aspirations, etc. et qu'on ne retrouvera pas forcément dans la démarche phénoménologique. Mais je crois que, bon, tu vois, je suis un peu dans cette perspective où vraiment les rapprochements me paraissent évidents. Dans le cas de l'exercice phénoménologique, je pense qu'il faut parler d'une description impliquée, c'est-à-dire d'une description où celui qui décrit est d'emblée impliqué dans l'expérience qu'il fait. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas... Il faudrait vraiment expliquer ça plus longuement. D'accord, je ne suis pas... Lorsque je décris ce qui arrive, je n'ai pas l'intention de guérir celui qui m'accompagne, disons, dans l'expérience que je fais. Ce n'est pas l'intention que je fais. Mais je vis cela à la première personne, comme le dit Husserl, et tout ce que je décris agit sur moi. Donc, les résultats de ma description participent également à ce que je vis. Donc, il y a là déjà un travail sur soi, qui est, je crois, à rapprocher du travail sur soi de l'analyste. Parce que l'analyste, il n'est pas non plus tout simplement avec sa bonne volonté de guérir celui. Enfin, s'il ne fait pas un travail sur lui-même, jamais il ne pourra avoir un effet thérapeutique sur l'autre. Donc oui, à long terme, les objectifs, enfin, si on regarde les objectifs ultimes, il y a une différence, mais bon, c'est normal, ce sont des disciplines qui ne sont pas constituées du tout pour les mêmes raisons. Après, pour ce qui est justement des manières de faire, des modalités opératoires, là, on retrouve des coïncidences qui sont tout à fait troublantes, hein, qui sont vraiment de l'ordre de ce travail sur soi absolument nécessaire du phénoménologue qui ne peut pas décrire le monde dans lequel il vit s'il ne se décrit pas lui-même en train de vivre tel qu'il vit ce monde-là. Et puis voilà, de l'analyse qui est lui aussi en transformation dans sa pratique. Mais bon, là, chez Ferenczi, c'est malheureusement à peu près le seul psychanalyste que je connais. Voilà, il parle de l'analyse mutuelle. Il est à chaque fois vraiment dans une autocritique très forte par rapport au cas auquel il a affaire. Et c'est pas du tout la psychanalyse détachée. On va dire, bon, moi, je veux obtenir cela. Le patient, il résiste, ça va pas. Enfin, il critique très fort cette attitude-là. Et il dit, ouais, si ça ne marche pas, c'est parce que moi, je ne suis pas assez touché, assez transformé. Il en vient à parler lui-même de ses propres traumatismes, pas dans l'intention de débloquer des choses chez l'autre, mais parce que ça arrive comme ça dans la rencontre analytique, et c'est que comme ça qu'on peut avancer. Donc, je pense qu'il faut se concentrer là sur celui qui vit, sur celui qui décrit, sur celui qui prescrit, sur son rôle là-dedans, voilà. Mais voilà, justement, après, par rapport à la description phénoménologique, il y a 1000 choses à dire. Mais dans l'espace allemand, il y a Waldenfels qui fait un travail très intéressant là-dessus. Waldenfels qui, comme par hasard, s'intéresse à la question de l'étranger, de l'étrangeté, de l'altérité, des formes diverses sous lesquelles l'altérité peut m'apparaître. Et c'est, à ma connaissance, le travail le plus nuancé qui a été fait sur cette question. Et c'est aussi quelqu'un qui est préoccupé par la question de la description, de son incidie de neutralité, etc. Ce sont des choses qui sont remises en question chez lui. Donc voilà, ce sont que des éléments de réponse, parce que la question est trop difficile sinon. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on fasse une petite pause et avec un peu de chance, si les moyens techniques le permettent, on va peut-être regarder un film de Deligny. Et si vous avez bien sûr encore l'énergie, parce qu'il est tard. Mais c'est un film qui vaut la peine, je pense, d'être vu. Qui s'appelle Le moindre geste. Un film qui fait à peu près 90 minutes pour savoir.